Bonjour. Alors, on va faire le dernier type d'études, qui sont donc l'étude des niveaux de service, là, que on aurait peut-être pu voir un petit peu avant, là, mais voilà, on est rendu là. Ça change un peu, on va le faire alors qu'il fait encore jour. Alors, les niveaux de service, c'est un concept assez général, là, qu'on va détailler pour certains types d'aménagements, sur lequel on reviendra dans les carrefours, là, qui sera basé sur d'autres types d'indicateurs. Mais le concept général, c'est vraiment de fournir une évaluation qualitative pour les usagers, ou par les usagers, des conditions d'opération de l'aménagement en question, donc ici de route, voire d'autoroute. Alors ça peut être lié à différents indicateurs, ça pourrait être la vitesse, des temps de parcours, des choses qu'on vient de voir justement dans différents types d'études, les choses plus peut-être qualitatives comme la liberté de manœuvre, le- dans quelle mesure la circulation va être interrompue, le confort évidemment des usagers et l'aspect commode en général là, d'utiliser les infrastructures. Comme on veut une évaluation qualitative, c'est un peu comme si on allait noter donc le service qui est fourni par ces aménagements avec donc comme des notes là, comme les lettres qui correspondent aux notes A, B, C, D, E, F. Et donc ils vont correspondre ici de A, le meilleur fonctionnement, le meilleur niveau de service, jusqu'à E et F. F étant un échec, donc ici ça va correspondre à un fonctionnement à saturation. Et E, c'est le fonctionnement qui s'approche de la capacité de l'aménagement. Donc il y a des définitions dans le manuel de capacité américain, le HCM, le Highway Capacity Manual, à partir de divers indicateurs. Pour les autoroutes à plusieurs voies, ça va uniquement en fait reposer sur la densité comme indicateur à la base du niveau de service pour les usagers. Donc d'un point de vue qualitatif, c'est souvent représenté dans divers guides ou divers manuels par donc des illustrations de ce à quoi correspond ces différents niveaux de service. Donc vous voyez, on pourrait faire en fait probablement le calcul, ça serait un petit exercice intéressant. Chaque niveau de service ici, donc allant de en haut à gauche A, B, C sur la première colonne jusqu'à D, E, F en bas à droite, correspond donc à des densités qui augmentent sur donc, la route là, qui est prise en photo. Je pense que j'ai repris celle-là là, d'un manuel d'un État américain, je pense peut-être l'État de Washington. J'utilisais une autre photo des années précédentes là, qui était assez ancienne là en noir et blanc. On s'est un petit peu mise à jour. Et donc on voit bien un peu qualitativement qu'à E, probablement c'est une photo, donc on voit pas le trafic là, mais qu'à D ou E, on a quand même une densité élevée, mais que ça sera encore en mouvement, pour une vitesse qui serait quand même peut-être encore assez euh, élevée là, mais qui serait probablement éloignée de la vitesse libre. Et à F, là par contre, on serait la circulation, ce serait des files d'attente, peut-être avec la circulation qui avance et s'arrête euh, sans arrêt là, qui n'est pas qui est saturé. Okay, donc si on faisait une représentation dans le diagramme fondamental, on pourrait représenter le débit en fonction de la densité, et on peut donc ensuite tracer des tranches en basé donc par intervalle de niveau de service, et qu'on va présenter juste après, qui permettent donc de définir, je peux le montrer ici là, qui définissent donc ces niveaux de service. Donc 0 à 7, 7 à 11, etc. là, définissent le niveau de service. Donc ça correspond dans n'importe quel diagramme vitesse ou débit densité. On peut tracer des droites verticales sur ces valeurs seuil qui délimitent donc le niveau de service. A priori, on veut essayer d'éviter d'atteindre le niveau E parce qu'il va être très gêné, puis il y a risque si la demande continue à augmenter ou si la densité continue à augmenter que la capacité soit dépassée et qu'on ait des files d'attente qui se forment. Je ne veux pas trop anticiper la discussion qu'on peut avoir là, qu'on pourra même poursuivre en cours, mais évidemment, quelque part, on ne veut pas non plus aller trop dans un niveau A ou B, eh bien c'est un niveau de service qu'on, par définition du A, ou le sens que donne dire quelque chose, oh vous avez un A, c'est une très bonne note, mais ça veut dire une autoroute, une route qui est assez peu occupée, avec un achalandage assez faible. Donc est-ce qu'on veut vraiment qu'on soit des routes qui sont très peu utilisées? C'est pas non plus forcément une bonne décision. Mais donc on veut quand même éviter d'atteindre un niveau de service trop faible dans ce cas-là, qui correspond à une densité trop élevée,
Donc, ça permet donc de noter donc le fonctionnement de la route. Évidemment, d'un autre côté, encore une fois, c'est pas désirable et puis de trop construire de routes. Donc les contraintes, c'est pas trop construire. Évidemment, les contraintes aussi environnementales qui empêchent d'avoir des densités systématiquement faibles. Encore une fois, ce serait probablement pas très, très bonne idée d'avoir peu d'usage d'une infrastructure construite qui peut être assez dispendieux. Là, ici, d'autres exemples. Donc, c'est un outil, encore une fois, de diagnostic. Ici, c'est en France, il y a seulement 4 niveaux qui sont plutôt numérotés de 1 à 4. Et niveau 3 et 4 correspondent à E et F dans le système nord-américain. Puis ici, on peut faire des statistiques, là, du diagnostic, du pourcentage des heures de fonctionnement d'une infrastructure, là, ici, encore une fois, d'une autoroute, selon l'heure de la journée, là, sur un certain nombre, sur un mois entier, là, donné 6 minutes, 30 jours ouvrables, là, ce qui est indiqué tout en haut. Encore une fois, c'est un concept général. On en reparlera pour les carrefours. D'ailleurs, on le voit dans le travail pratique numéro 4, là, sur les carrefours. On convertit les retards en niveau de service. Ça existe donc pour d'autres usagers, le niveau de service, ici pour les piétons. Alors parfois, c'est plus un concept plus qualitatif qui est basé sur des sondages qu'on fait auprès des usagers pour déterminer qu'est-ce qu'ils considèrent comme un bon service et un mauvais service, qu'on va ensuite mettre une correspondance avec différents indicateurs qui pourraient permettre de le mesurer objectivement. Mais il existe aussi une caractérisation systématique objective, ici qui est tirée du manuel de capacité. Et on pourrait zoomer là, mais on va sur un fichier, ils sont décrits dans la page après. Vous voyez que ça va être l'équivalent de la densité, donc l'espace par piéton, le nombre de mètres carrés par piéton, qui permettent de définir là aussi la densité pour les piétons. Je pense que ça recouvre au moins une partie du confort et du service pour des piétons. Évidemment, plus quand on est c'est très congestionné aussi pour les piétons, c'est pas forcément confortable. La vitesse va être limitée, on est plus contraint, on peut pas aller où on veut, et donc on est plus gêné. Donc ces valeurs ici là sont reproduites dans ce tableau ici, donc des niveaux de service et donc l'espace par piéton qui est donc l'équivalent de l'inverse de la densité de piétons. Donc, alors, ce qu'on va voir par la suite, c'est aussi donc des procédures pratiques pour mesurer le niveau de service. Si on a une infrastructure existante, eh bien, tout ce qu'on fait, c'est convertir, comme on l'a vu dans les exemples, les statistiques pour des sites français, convertir les mesures de densité en niveau de service. Voilà. Et l'alternative, c'est que souvent, on va vouloir essayer d'utiliser des modèles, surtout par exemple sur une infrastructure qui n'existe pas ou pour une infrastructure dont on a observé qu'il y a des problèmes de niveau de service, qui sont assez largement congestionnées et on voudrait modifier de sorte à améliorer le niveau de service. Ça voudrait dire baisser la densité. Donc les formules qu'on va voir dans le reste de ce cours vont permettre justement d'anticiper, de mesurer quel niveau de service on peut s'attendre selon la configuration de l'aménagement. Donc il y a des différences qui sont entre différents types d'aménagements dans les autoroutes. Alors le vocabulaire là aussi n'est pas toujours évident à traduire. En anglais ça va être freeway, multi-lane highway ou two-lane highway. Donc, le premier, c'est vraiment l'autoroute, sans carrefour à niveau ni accès à des propriétés adjacentes. L'autoroute, on va dire, la plus pure. Ensuite, on a des autoroutes à plusieurs voies. Qu'est-ce qui change entre les deux? Nous, on utilise en français plutôt les deux mêmes termes autoroutes. Eh bien, ça va être plutôt, ici au Québec, des routes nationales ou régionales, des routes à numéros. Pensez un petit peu, si vous prenez par exemple l'autoroute 15 dans les Laurentides, puis à un certain moment, là, je pense vers Sainte-Agathe, ça devient une route à numéros. Et sur cette route-là, là, vous allez avoir des carrefours à niveau. Okay, donc, on n'a plus forcément des bretelles d'accès qui permettent d'éviter de croiser d'autres flux de circulation. Et donc, ça devient ce qui est désigné en anglais, là, plutôt aux États-Unis, une autoroute à plusieurs voies. Et puis, les autoroutes rurales classiques à deux voies, une dans chaque direction, c'est le dernier cas. Qu'on croise aussi là encore beaucoup, souvent des routes à numéros et dans des endroits où il y a moins de demandes, donc la capacité de seulement une voie est construite dans chaque direction.
Donc on va regarder en détail uniquement les autoroutes sans carrefour à niveau, donc en anglais le freeway. Et l'étude va être faite pour chaque direction de circulation. Pour les autoroutes à plusieurs voies, c'est très similaire. Il y a d'autres détails, d'autres choses qui peuvent être prises en compte. Là, encore une fois, on va prendre une méthode qui n'est pas forcément la plus à jour, mais les méthodes plus récentes sont assez similaires. Là, je pourrais poster des liens sur des documents qui présentent les méthodes plus récentes. Mais le principe est le même. Les formules pour arriver au résultat peuvent différer, mais c'est le même principe. Puis pour les derniers types d'autoroutes à deux voies, on le verra à toute fin là, ça dépend. C'est plus la densité, c'est plutôt la vitesse moyenne de parcours et le temps passé en poursuite. Ou le temps en fait où un véhicule est contraint et obligé de poursuivre, obligé de suivre un autre véhicule. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionne à partir de valeurs qui considèrent les caractéristiques d'une route qu'on pourrait qualifier d'idéal. Pour ces valeurs-là, on va pouvoir déterminer les conditions de fonctionnement, on va dire. Et puis quand on s'écarte donc les conditions idéales, c'est des bonnes conditions atmosphériques, la chaussée en bon état et pas de gêne dans la circulation, évidemment. On n'anticipe pas des situations de pas d'accident ou d'incident qui réduiraient la capacité. Et quand on va s'écarter de ces conditions idéales vers les caractéristiques de la route qu'on est en train d'analyser, que ce soit une route réelle ou une route que l'on projette de construire, on va tenir compte de ces caractéristiques qui ne sont pas forcément ces caractéristiques idéales. L'idéal étant à mettre entre guillemets, c'est les conditions on va dire de base là, qui sont considérées. C'est pas forcément à atteindre en toutes circonstances, loin de là. Donc ça va prendre en compte les caractéristiques de la route et des véhicules sur la circulation. Donc au niveau de la route, on va prendre en compte la largeur des voies, les décalements latéraux, la fréquence des accès et la pente. Pour les véhicules, on va pouvoir prendre en compte le type des véhicules et les caractéristiques des usagers qui sont habitués ou pas. Puis on estime de façon empirique les valeurs de ces caractéristiques pour lesquelles la capacité est maximale et des impacts lorsque sont éloignées de ces conditions de base de référence. Donc vous pourrez trouver aussi, là, toujours dans la même section du site Moodle, vous avez les tableaux de référence du HCM qui vous permettent, dans la version HCM 2000, de prendre en compte les effets des différentes caractéristiques sur le changement du fonctionnement de l'autoroute. Alors, il y a deux éléments, puisqu'on veut calculer la densité, qui est le déterminant du niveau de service sur autoroute. On va le calculer à partir du débit, de la formule de la relation fondamentale. Vitesse égale débit sur densité, donc densité égale débit sur vitesse. Donc on va mesurer la vitesse et le débit et la vitesse dans les conditions d'opération qu'on anticipe pour la route. Le débit, ça va être le débit en véhicule par heure, et on va regarder les conditions les pires à partir du débit le plus élevé qu'on pourrait observer sur un 15 minutes à l'intérieur de 24 heures. Évidemment, ce 15 minutes va être ramené, extrapolé à 1 heure. Donc on va être mesuré en véhicule par heure, mais il sera basé sur un comptage 15 minutes. On va l'ajuster aussi en prenant en compte la composition de la circulation, donc en tenant compte de véhicules plus lourds et du type d'usager. Et ça nous donne ensuite un débit d'analyse qu'on va considérer aussi par voie. Donc en unité, ce sera des unités de véhicules particuliers par heure par voie. Donc le UVP, on va le voir tout de suite là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va essayer de convertir en équivalent de véhicules particuliers toute notre circulation. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise des coefficients d'équivalence. Qu'est-ce que c'est un coefficient d'équivalence? C'est le nombre de voitures particulières, véhicules passagers, ou véhicule léger, la VL, que représente chaque poids lourd, si on considère pour l'instant les poids lourds, dans les conditions de circulation données. Et on peut ensuite déduire un coefficient équivalent avec ce coefficient d'équivalence. Donc c'est le E, ici dans l'équation, et on obtient ensuite à partir des débits QVL, c'est le débit des véhicules particuliers en véhicules par heure, QPL, c'est le débit des poids lourds des camions en véhicules par heure, on le multiplie par heure, E, qui est donc l'équivalent à combien, dans certaines conditions de circulation, à combien de véhicules particuliers correspond à un poids lourd. Donc c'est non seulement évidemment la place qu'ils prennent sur la route, mais aussi par exemple
du fait de leur capacité d'accélération qui sont différentes de véhicules légers, de leur poids plus important. Aussi, donc dans quelle mesure ils gênent et en fait dans quelle mesure, selon l'opération de la route, la place qu'ils prennent en termes de véhicules légers. Okay, donc ça permet d'avoir comme un équivalent, comme si on veut en fait être capable de traiter la circulation comme si elle était considérée seulement de véhicules particuliers. Okay. Et donc, pour cela, on essaie de déterminer à combien s'il n'y avait pas du tout de poids lourd, combien est-ce qu'on pourrait faire passer de véhicules légers sur la même route, dans les mêmes conditions de circulation. Et par exemple, donc, vu que c'est lié aussi donc, par exemple, à l'accélération des véhicules dans une pente, eh bien, les coefficients d'équivalence peuvent être différents. Donc, ils vont être fonction, par exemple, des types de routes et donc, par exemple, particulier, un facteur qui va être pris en compte dans les tableaux qu'on utilise, eh bien, ça va être donc la pente. Une valeur qu'on peut utiliser par défaut, ça peut être de 2. Donc un poids lourd serait équivalent à 2 véhicules particuliers. Ça serait plutôt dans des conditions où la route, il n'y a pas de pente particulière. On peut généraliser le concept. Donc en premier, si on peut aussi l'écrire en termes de proportion de poids lourd par rapport au débit total toute catégorie. Donc Q fois P, c'est la proportion de poids lourd. Q fois 1 moins P, ça passe pas la proportion. Q fois P, c'est le débit de poids lourd en véhicule par heure. 1 moins P fois Q, c'est le débit de véhicule particulier. Quand on remet ça dans notre équation ici, eh bien on obtient la formule ici qui est en fonction du débit total, de la proportion de poids lourd et du coefficient d'équivalence. Et cette formule ou l'autre formule, évidemment, il faudra se généraliser. On peut considérer différents coefficients d'équivalence pour différentes catégories de véhicules. Donc si on considère les proportions de chaque véhicule, de chaque catégorie de véhicule I, PI, et la coefficient d'équivalence de chaque catégorie aussi, EI, par rapport aux véhicules légers, on peut tout convertir en équivalent de véhicules particuliers avec la formule qui est donnée ici, là, et qui nous donne donc un débit en unité de véhicule particulier. Donc je vous laisse réfléchir au petit calcul ici, on pourra y revenir la semaine prochaine. Si vous êtes assez rapide, peut-être que vous arriverez à le voir. Ensuite, vous avez dit on va prendre le débit d'analyse, dans les conditions d'analyse qui sont considérées, c'est en prenant la demande maximale sur un 15 minutes, à partir du comptage maximal sur un 15 minutes. Alors, si on l'observe, on va prendre la valeur observée. Si on veut, comme le prédire ou le modéliser, on va se baser sur des facteurs de pointe horaire définis de la façon suivante, comme le débit horaire sur le débit horaire maximum. Donc ce facteur de pointe horaire caractérise les variations du débit au cours d'une même heure. Ça va évidemment dépendre du débit horaire maximum sur la période, sur la durée qu'on se donne pour faire ce calcul-là. La valeur la plus typique, un petit peu aussi comme on a commencé à travailler dans les carrefours, on dit qu'on fait des analyses souvent sur 15 minutes. Le facteur de pointe horaire est aussi souvent calculé sur 15 minutes. On a dit que c'était le cas pour le calcul du niveau de service. Donc si on prend le comptage maximal sur 15 minutes, qui est ici noté Q15, l'extrapoler sur une heure entière, c'est multiplié par 4, donc le débit horaire maximum, c'est 4 fois le maximum du débit 15 minutes à l'intérieur d'une même heure. Et on prend le débit sur cette même heure Q, donc Q serait la somme des différents Q15, et Q divisé par 4 fois le maximum des Q15 nous donne le facteur de pointe horaire. Plus cette valeur est faible, plus on va avoir une pointe, le Q15 va être très élevé par rapport au débit, et donc ça indique une grande variabilité des débits à l'intérieur d'une même heure. Donc si on prend un exemple ici, là, vous voyez, ça serait donc on a chacune des barres, le histogramme ici représente un comptage 15 minutes, et on regarde à chaque heure ici, vous avez la moyenne sur 4 comptages 15 minutes successifs, attendez que je dise pas une bêtise, non, chaque barre c'est 5 minutes, j'ai dit une bêtise. Chaque barre très plein, c'est un comptage 15 minutes, moyen sur les 15 minutes. Puis ici sur l'heure où il y a le maximum, ici en pointillé, eh bien on peut faire le ratio des deux. Donc vous avez une petite application numérique à faire ici, qui je pense correspond à ces valeurs ici. Vous avez les comptages véhiculaires par 15 minutes, et vous avez le flow rate ici, donc ça c'est l'extrapolation de ce comptage si ça durait à ce même taux sur une heure entière. Et vous avez le comptage total, la somme de ces 3 comptages ici donne 1623. La petite application numérique consiste à calculer le facteur de pointe horaire
pour cette heure spécifique. Ok. Alors, si on revient en arrière, on va vouloir donc pourquoi on prend en compte ce facteur-là? Eh bien que ça va nous permettre d'utiliser le facteur, en prenant un facteur de pointe horaire, ça va nous permettre de convertir un comptage qu'on fait sur une heure entière en comptage de la demande maximale pour une heure spécifique. On va le voir dans la suite. Et si on représente donc, alors ici, ce qu'on a ici, c'est des courbes de diagramme fondamental, on va dire idéalisées, donc ici, c'est les vitesses en fonction du débit. En anglais, la V-volume, donc vous voyez cette courbe-là, et on ne représente ici que la partie du diagramme qui est en circulation fluide. Donc il est idéalisé, il montre que les vitesses restent à la vitesse libre lorsque les débits restent suffisamment faibles, jusqu'à une certaine valeur seuil qui est tabulée, puis il commence à diminuer. Tout ça, les équations sont fournies, ont été comme calibrées à partir de données empiriques dans le manuel de capacité. Dans ce graphique-là, les seuils de densité se matérialisent par ces lignes ici, qui passent par l'origine du graphique et qui ont une certaine pente et qui correspond à la densité. Et donc le premier, évidemment, donc tout ce qui est à gauche de la ligne, densité égale 7 véhicules particuliers par kilomètre par voie, c'est un niveau de service A. Entre cette ligne et la suivante, c'est un niveau de service B, etc., etc. Vous avez ici ce qui est tabulé aussi, c'est donc selon, vous voyez aussi que vous avez différentes courbes qui sont déterminées, qui sont définies par la vitesse libre lorsque donc le débit tend vers 0 et donc la densité aussi tend vers 0. Et selon sur laquelle des courbes on va se trouver dans le fonctionnement de l'autoroute que l'on considère, on va pouvoir déterminer ensuite les conditions, encore une fois, d'opération. Donc, supposons par exemple qu'on est sur une route qui serait à une vitesse libre de 120 km/h. Les niveaux de service, évidemment, la densité, c'est défini par la densité, ça ne change pas, mais ça va correspondre à différents débits maximum. Par exemple, le débit maximal pour rester au niveau de service A pour une autoroute qui serait à vitesse libre de 120 km/h, c'est 840. Ensuite, entre débits de 840 et 1320 véhicules particuliers, UVP, unité de véhicules particuliers par heure par voie, on est à un niveau de service B, etc., etc., etc. Ok ? Alors, les conditions de base sur une autoroute sont décrites ici. Alors, on aurait une largeur minimale des voies de 3,6 mètres, des valeurs de dégagement latéral aussi. Plus l'autoroute est étroite, plus on va se sentir contraint. Et la vitesse, et ça va avoir un effet en fait sur la vitesse qui est considérée pour dans le calcul donc, de la densité, donc du débit divisé par la vitesse. Le dégagement latéral minimal aussi. Il n'y a pas de poids lourd dans ces équations. 5 voies ou plus par direction, ce qui est quand même beaucoup. Une certaine densité d'échangeurs, ou plutôt une distance moyenne entre les échangeurs. Évidemment, plus on a d'échangeurs, plus il y a de gêne, donc ça va aussi diminuer la vitesse. Pas de pente, et on suppose des usagers habituels. Donc ça, c'est tous les facteurs sur lesquels, s'il y a d'autres valeurs, si on a une situation différente de ces valeurs, ça peut avoir un impact sur la circulation. Évidemment, si on va dans le sens du mieux, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple des voies qui seraient encore plus larges ou un dégagement latéral encore plus grand, ça ne va pas avoir un impact négatif. Par contre, si c'est plus faible, si c'est une situation plus contrainte, là, ça va avoir un impact sur la circulation. Dans ces conditions, on considère que la vitesse libre de l'autoroute est 110 km/h ou plus. En fait, ouais, c'est ça. Et donc, on va prendre en compte différents facteurs là, quand on s'en éloigne. Donc, la vitesse libre pour la route que l'on considère, donc pour savoir quelle courbe du diagramme fondamental va être déterminée, est calculée avec cette équation ici. Il y a la vitesse libre de base qui, elle, est choisie de 110 km/h pour les autoroutes en milieu urbain et 120 en milieu rural. Et on applique des facteurs qui vont faire, si on s'éloigne donc de la largeur de voie ou du dégagement latéral du nombre de voies ou de la densité des échangeurs, ça va avoir un effet négatif sur la vitesse libre qu'on attend pour cette route. Donc, si la largeur des voies est plus petite, on va s'attendre à avoir une vitesse libre plus basse. Si le dégagement latéral est plus petit, ça va être aussi plus bas. Un nombre de voies plus faible que 5, ça va être aussi avoir un effet sur la vitesse libre. Et même chose sur la densité d'échangeurs si elle augmente. Donc les raisons ici, évidemment, comme on l'a dit, la largeur des voies, le dégagement latéral ont un impact sur le confort psychologique et donc sur la vitesse qu'ils adoptent.
Le nombre de voies par défaut est 5 en milieu urbain et 2 en milieu rural. Les arrivées, évidemment, les sorties, comme je disais, au niveau des échangeurs entraînent une diminution de la vitesse libre. Le débit d'analyse qui en résulte, c'est ce calcul avec l'équation ici. Donc Q, c'est le débit horaire total. Et vous voyez que le FPH, il apparaît ici. Donc en divisant Q par le FPH, eh bien, on va, le facteur de pointe horaire, on va avoir en fait l'équivalent, on peut les regarder à l'équation d'après, Q divisé par FPH, ça nous donne 4 fois Q15. Et donc c'est comme si on utilisait comme débit d'analyse le débit maximal sur le 15 minutes le plus élevé, le débit le plus élevé par 15 minutes, extrapolé sur une heure. On le divise aussi par le facteur poids lourd. Et qu'est-ce que ça revient à faire? En fait, le facteur poids lourd, c'est la même chose, c'est directement basé sur ce qu'on a vu sur le calcul des débits équivalents en unités de véhicule particulier. Et donc, si vous mettez cette formule ici, 1 sur ce qu'on regardait avant, eh bien, ça vous revient à la même chose, c'est-à-dire convertir votre débit, votre total en unité de véhicule, en débit équivalent en unité de véhicule particulier. Donc, ce qu'on prend en général, on pourrait prendre en compte, on pourrait essayer de tabuler toutes les catégories de véhicules qu'on veut dans la méthode qu'on présente ici, là, qui est une des méthodes possibles. On prend en compte les camions et les motorisés, et chacun ont leur coefficient d'équivalence selon les conditions du terrain. Donc là, on fait essentiellement la pente. Et là encore, il y a des niveaux de détail différents selon ce qu'on veut, selon les données disponibles, et ce qu'on veut essayer de prendre en compte. Et comme on dit ici, on pourrait utiliser d'autres types de véhicules si on le désirait. Le grand N, c'est le nombre de voies, parce qu'on fait les calculs par voie. Donc c'est une donnée d'entrée, elle intervient aussi ici. On peut évidemment diviser le débit total de tout, qui est sur toutes les voies par le nombre de voies pour avoir un débit par voie. Le dernier facteur, c'est un facteur de familiarité des conducteurs. Là, c'est pas forcément facile à déterminer. Il va être typiquement entre 1 et 0,85. C'est encore une fois une façon d'augmenter le débit équivalent. Si on a des usagers, vous voyez, si on s'écarte de 1 et qu'on diminue, ça va faire augmenter le débit d'analyse équivalent. Donc on se convertit en une unité de véhicule particulier d'usagers familiers. Si nos usagers ne sont pas familiers, c'est comme si on avait un débit plus grand, parce qu'ils vont par exemple conduire un petit peu de façon un petit peu plus conservatrice, et donc on pourra faire passer moins d'usagers peu familiers sur une même route. Donc là, évidemment, c'est le même argument. Là, c'est les coefficients d'équivalence, c'est ce qu'on a décrit. Au final, on obtient donc la densité, comme le rapport du débit d'analyse en unité de véhicule particulier par heure par voie sur la vitesse, qui est mesurée ou trouvée sur la courbe débit-vitesse pour la vitesse libre calculée et le débit d'analyse QP. Et donc on revient ici, et la vitesse libre, on l'a calculée. Donc imaginons qu'on ait une vitesse libre qu'on a trouvée aux 210 km par heure, et qu'on a calculé donc notre débit d'analyse. On a un débit d'analyse, ça va nous donner un point sur le graphique en X, et puis le 110 nous donne un point, nous dit qu'on s'est né sur la courbe là que je suis en train de pointer avec ma souris, puis on va se déplacer jusqu'à ce qu'on arrive au débit d'analyse en suivant la courbe, puis selon où est-ce qu'on se trouve dans le graphiquement, et bien là ça nous permet de déterminer la valeur. Si on est proche de la frontière, on va pouvoir appliquer des formules spécifiques pour avoir une idée plus précise de la vitesse d'analyse. Et ensuite, en calculant encore une fois la densité, ou donc, comme je disais, graphiquement, on voit où est-ce qu'on se trouve le long de la courbe dans l'espace, et entre lequel de ces espèces de segments d'ondes qui sortent de l'origine de notre graphique, de notre système, de notre graphique, pour déterminer le niveau de service. Donc en cours, je pense que le mieux, ça sera de faire l'exercice ici qui est proposé ensemble. Vous avez de toute façon déjà la correction, c'est pas un exercice à solution non cachée, on va dire là. Donc on le travaille ensemble là, donc on se donne tous les facteurs qui sont décrits ici. Vous allez chercher les valeurs qui sont dans le HCM, et puis je vous invite à lire la solution, puis vous pourrez poser des questions pendant le cours là pour déterminer le niveau de service de cet exemple. On va passer ici. L'autre chose qu'on va pouvoir utiliser aussi, c'est retourner un petit peu l'équation du calcul du débit d'analyse pour déterminer le nombre de voies nécessaires pour atteindre un certain niveau de service. Donc on fixe le niveau de service.
Si on fixe le niveau de service, ça nous donne un débit maximal d'analyse, de sorte que l'on reste dans ce niveau de service. Okay. Évidemment, il faut aussi faire une hypothèse sur la vitesse libre, et la vitesse libre dépend du nombre de voies. Donc on va faire des hypothèses aussi plus ou moins précises en termes de nombre de voies, ce qui va nous donner une vitesse libre pour obtenir un débit d'analyse. Et ensuite, à partir de ça, on peut appliquer, en faisant d'autres hypothèses sur les autres éléments, le facteur de pointe horaire, le facteur, le converse d'effet des poids lourds et le facteur des véhicules, des usagers familiers. Et ça va nous donner une première estimation de n. Si le n est différent de ce qu'on avait fait de l'hypothèse, eh bien, il va falloir revenir là, en milieu urbain, parce qu'en milieu rural, le n n'a pas d'effet. Et on revient, on peut réviser ensuite le calcul jusqu'à convergence. Donc ça permet de faire des estimations évidemment le n c'est un nombre entier, donc ça nous dit si on trouve 1,5, ça veut dire qu'il va falloir avoir 2 voies. Si on trouve 2,5 ou 2,2, bah là on va se dire probablement qu'il faut 3 voies. Mais on peut faire une première analyse assez grossière, assez haut niveau, pour voir quel est l'ordre de grandeur du nombre de voies nécessaires pour atteindre le niveau de service qu'on veut. On va mentionner très rapidement sur les autres types d'aménagement. Donc l'autoroute à 2 voies, quels sont les critères? Eh bien, ça dépend d'une part de la demande. Si la capacité maximale est dépassée, les chiffres qui sont donnés ici, 3200 véhicules par heure en tout pour la somme des 2 voies, ou 1700 véhicules par heure par voie, c'est quelque chose d'assez élevé, donc on comprendrait que ça fonctionnerait probablement pas très bien avec ce type de demande. Et sinon, ça va être déterminé selon la pire des conditions en termes de vitesse moyenne de parcours. Et vous voyez ici des seuils qui déterminent le niveau de service ici, ou en termes de proportion du temps passé en poursuite. Alors, ça pourrait être, encore une fois, ça peut être quelque chose qui peut être observé si c'est pour un aménagement réel, pour une infrastructure existante, ou anticipé, modélisé pour une infrastructure qui serait à construire. Pour la deuxième classe, la première classe, on dirait c'est un aménagement où les véhicules, ici on le décrit, s'attendent à voyager à haute vitesse, par exemple un lien interurbain ou une artère. Puis dans des cas où les véhicules ne s'attendent pas forcément à voyager à haute vitesse, par exemple si le terrain est vallonné, eh bien ça se base uniquement sur la proportion du temps passé en poursuite. Il y a plusieurs limites de cette approche. Évidemment, c'est une modélisation. Donc, encore une fois, c'est une modélisation, je dirais, assez grossière. Puis il y a des formules qui ont été raffinées, qui prennent en compte d'autres facteurs qui sont un petit peu différentes dans les dernières versions du manuel de capacité. Évidemment, c'est idéalisé. Donc là, ça ne représente pas bien ce qui se passe lorsque on s'approche d'une demande proche de la capacité d'une route. Okay, donc, on voit aussi qu'il y a une certaine sensibilité quand on saute d'un niveau de service à un autre. Et c'est un peu une des limites d'un niveau de service qui est en seuil, comme ça, par seuil. C'est que un très petit changement imperceptible de demande ou une baisse de vitesse vous fait basculer d'un niveau de service à un autre. Alors que peut-être que subjectivement pour les usagers, ça ne change pas forcément beaucoup le service que l'aménagement leur donne. C'est aussi très difficile de calibrer les différents facteurs d'ajustement qu'on a vu par exemple sur la vitesse libre. Parce que, encore une fois, généralement, on pourrait, mais on le fait rarement parce que ça serait très compliqué. C'est difficile de faire des expériences, en particulier parce qu'elles seraient des expériences, des impacts de facteurs comme le nombre de voies ou la largeur des voies de circulation sur une autoroute. Okay, faire varier la largeur des voies en observant la vitesse libre, c'est pas une expérience qu'on peut faire facilement ou du tout. Les coefficients d'équivalence, c'est aussi difficile à estimer donc il y a une sensibilité à ces facteurs aussi. Puis encore une fois, là, qu'est-ce que ça encourage de qualifier le niveau de service A, B, C, D, E, F en fonction de la densité? Si vous êtes un bon élève, vous voulez un A dans le cours. Si vous êtes un bon ingénieur de circulation, vous voulez que votre route ait un niveau de service A. Mais est-ce que vraiment, si une route fonctionne toujours en niveau de service A, est-ce qu'elle n'est pas un peu surdimensionnée? Ça veut dire qu'elle a toujours une densité très faible. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent l'utiliser. Est-ce qu'on aurait dû construire cette route vraiment? Ou la mettre, ou augmenter sa capacité, son nombre de voies, de sorte qu'elle soit toujours en niveau de service A. En fait, un niveau de service C ou D, c'est une infrastructure qui a été pensée et qui est bien utilisée. Si elle n'est jamais congestionnée et qu'elle reste toujours en C ou D, c'est un aménagement qui répond bien à la demande et c'est peut-être pas le sens qu'on donne évidemment à C ou D. Si vous avez C ou D à notre cours au cours de circulation, vous serez pas forcément content.
Mais si on a une route qui fonctionne niveau service C ou D, au pire des cas, bah, c'est peut-être pas c'est peut-être pas un problème. Voilà, donc on reviendra donc sur certains des exemples qu'on a vus dans la capsule et on pourra discuter un petit peu plus, si vous le désirez, des niveaux de service.